ma question, je la répète, est-ce que la France a su préserver son indépendance diplomatique, comme à l'époque du général de Gaulle, notamment vis-à-vis de la Chine? Alors on cherche à être une France qui parle au nom de l'Europe, avec l'Europe, pour avoir un poids. Mais aujourd'hui, 60 millions, 66 millions d'habitants face à 1,4 milliard, face à 400 millions, les rapports sont déséquilibrés. Donc la réponse courte, c'est non. Bonjour et bienvenue sur Mandarin TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Aymeric de Sart. Il est le CEO de la société Craft AI, mais c'est surtout un fin connaisseur de la Chine et il parle couramment le chinois. Il est l'auteur de plusieurs livres qui font parler, comme par exemple « Pourquoi votre prochain patron sera chinois ?» ou encore « Long de Teng Fei » en français « L'envol du dragon ». Et il vient de sortir un nouvel essai qui s'intitule « Mais où va la Chine ?» C'est précisément de ce dernier livre que nous allons parler avec lui aujourd'hui. Aymeric de Sart, bonjour. Bonjour Camille. Merci d'être sur Mandarin TV. Je précise d'emblée que c'est le 3e chapitre de votre livre qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, vous écrivez dans ce livre, l'intérêt stratégique de la France était de se positionner indépendamment des États-Unis durant la guerre froide, de renforcer la politique d'indépendance nationale et d'affirmer la France sur le plan international. À votre avis, 60 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine, est-ce que la France a su préserver son indépendance diplomatique comme à l'époque du général de Gaulle, notamment dans le cadre de ses relations avec la Chine? C'est très intéressant parce que la France reste la 6e puissance mondiale, mais par contre, on voit que les intérêts entre les différents États sont vraiment entremêlés, que ce soit d'un point de vue technologique, énergétique et autres. Et on a de plus en plus une France qui est dépendante de ses anciens partenaires et la relation n'est plus aussi équilibrée qu'elle l'était avant. Aussi, il y a énormément de problèmes en interne. Et on voit que nos partenaires, eux, ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on ne règle pas nos problématiques internes pour améliorer les relations en externe. Donc non, la balance, elle n'est plus en place et c'est un vrai sujet, il faudrait que ça devienne une priorité. Et ça veut dire quoi précisément quand vous dites que ce n'est plus aussi équilibré qu'avant? C'est un vrai sujet. Ma question, je la répète, est-ce que la France a su préserver son indépendance diplomatique, comme à l'époque du général de Gaulle, notamment vis-à-vis de la Chine? Alors on cherche à être une France qui parle au nom de l'Europe, avec l'Europe, pour avoir un poids. Mais aujourd'hui, 60 millions, 66 millions d'habitants face à 1,4 milliard, face à 400 millions, les rapports sont déséquilibrés. Donc la réponse courte, c'est non. Et comment arriver à recréer ce rapport, comment arriver à recréer cette relation? Il faut mettre en avant les atouts et le savoir-faire et l'expertise et les éléments différenciants parce qu'on a des gens qui sont absolument brillants dans ce pays. Mais aujourd'hui, ils ont une charge mentale qui est concentrée sur plein de sujets, sauf celui de la productivité, de la créativité, de l'innovation. Alors, vous écrivez, je cite, « Il n'est pas erroné de voir la Chine comme l'ami de la Russie. Par contre, ce serait une erreur de voir le monde en deux blocs, d'un côté les gentils et de l'autre les méchants. » Pour vous, c'est une vision très binaire que l'on retrouve aux États-Unis, mais aussi dans beaucoup de pays occidentaux. Et pourquoi les États-Unis ainsi que d'autres pays occidentaux ont eu tendance à adopter une vision binaire des relations internationales? C'est culturel. Il y a toujours eu les bons, les méchants. On a toujours en France, en Occident, aussi au niveau des guerres, fait l'amalgame entre un gouvernement et sa population. Là où en Chine, le pays étant tellement grand, les États, il y a une proximité où on s'intéresse à la personne et non pas forcément au gouvernement qui représente le pays dans lequel la personne se trouve. Et ça, on fait trop souvent. On fait trop souvent cet amalgame. Vous disiez tout à l'heure que c'est culturel. Et pourtant, au moment de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine, De Gaulle a dit, bon, je cite de façon synthétique, il faudrait voir la Chine comme non pas comme un régime politique, mais en tant que pays de plusieurs centaines de millions de personnes. Donc, chez lui, c'était pas culturel. C'était déjà clair, en fait. Il mettait en avant les personnes et non pas un gouvernement qui représente les personnes. Ouais. Il parlait des centaines de millions de personnes, à prendre individuellement.
La force de la Chine, c'est que ce sont des centaines de millions d'entrepreneurs sur place. Et l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à innover, il cherche à améliorer sa qualité de vie. Il ne cherche pas à trouver des excuses pour ne pas se lever le matin. On sait qu'en France, il y a beaucoup de partisans de la politique du général de Gaulle. Puisque cette population-là existe, pourquoi elle n'arrive pas, par exemple, à se faire entendre sa voix aujourd'hui? Alors des gaullistes, il y en a effectivement beaucoup. Moi, j'aime bien m'associer à ça, ou plutôt pompidoniste. Mais c'est une génération qui aujourd'hui a l'âge de mon père. Donc c'est une génération qui a été au pouvoir, ne l'est plus, et transmet des valeurs qui fonctionnaient très bien, mais qui ne sont plus en adéquation avec la réalité économique, la réalité politique d'aujourd'hui. La France aujourd'hui est face à des extrêmes. On n'est plus sur la droite et la gauche, on est sur l'extrême droite et sur l'extrême gauche. Donc la vision du général de Gaulle, qui était de fédérer, avoir une approche économique et une approche géopolitique, on la voit que c'est dans aucune des priorités des partis politiques aujourd'hui. Vous le regrettez? Totalement. Totalement, parce que c'est une approche pragmatique. Sans économie, sans création de valeur, on ne peut pas financer le modèle social français, on ne peut pas financer le confort qu'on a aujourd'hui et toute cette politique qui fait de la France. Et donc avoir une vision qui est d'extrême gauche, où on a même des gens qui, pendant 17 ans, font des études, sont fonctionnaires, sont financés au travers des impôts des Français, pour arriver à dire qu'il faut taxer la richesse créée alors qu'elle n'est pas encore créée, ou qu'elle est encore inexistante. Je pense à la taxe Zuckman. Ça fait rire tous les pays, tous sans exception. Moi, mes amis chinois me disent « mais j'ai eu du mal à comprendre cette loi quand elle a été présentée ». Elle n'est pas adoptée, encore heureux, mais ça, c'est une hérésie en fait. En parlant de la Chine, vous écrivez, je cite, « Cette vision binaire ne s'applique pas à la Chine qui considère un pays soit comme un ami, soit comme un ami à venir. La porte, c'est-à-dire l'opportunité de faire du business ensemble, n'est jamais complètement fermée. » Alors, comment expliquer la conception multipolaire défendue par la Chine? C'est une approche très pragmatique. C'est-à-dire que la personne avec laquelle je discute n'est pas forcément celle avec laquelle je vais faire des amis, et je vais faire des affaires. Et si elle a été présentée par un ami, eh bien, je vais dire à cet ami-là que cette personne-là, on n'a rien à faire ensemble. Et par contre, si moi je lui présente quelqu'un avec qui il fait des affaires, donc on a ce système de réseau. Un réseau interconnecté, un réseau qu'il faut faire fructifier, qu'il faut faire grandir. Et le monde des affaires, il est comme ça. Il est d'une personne à une autre. Et après, cette personne représentera peut-être une entreprise et on a peut-être des choses à faire. Mais si on le prend d'un point de vue, je ne travaillerai pas avec vous parce que vous êtes de telle nationalité ou de telle approche, bah, c'est faire fi de tout ce que cette entreprise ou toute cette personne peut apporter comme valeur ajoutée dans mon commerce. Et les Chinois sont des commerçants avant tout. Ils cherchent à créer de la valeur, ils cherchent à enrichir, ils cherchent à échanger. Pas que des commerçants, il y a beaucoup de diplomates, oui, beaucoup d'intellectuels de très haut niveau qui sont tout aussi pragmatiques pourtant. Oui, et ils servent l'économie. Donc dans le commerçant, je mets tout ce qui sert à l'économie, avec les diplomates, avec les économistes. Je me souviens quand j'étais étudiante à l'école supérieure de journalisme de Lille, notre professeur de relations internationales disait à l'époque, dans la diplomatie chinoise, tout est recyclable. C'était il y a 30 ans, il a dit ça il y a 30 ans. Hein. D'où l'idée d'avoir des amis compris, connus, et des amis en devenir. C'est que quand un pays vient tendre la main, ou quand il y a un homme d'affaires qui vient sur place, c'est qu'est-ce que l'on peut faire ensemble, la première question qui va se poser. C'est pragmatique. Là, on va parler d'un sujet d'actualité. Que pensez-vous des surtaxes sur les véhicules électriques chinois exportés vers l'Europe? Je la comprends. À la fois parce que les véhicules chinois sont supportés, aidés par le gouvernement avec une approche très pragmatique. Et en France, la part de l'automobile au travers des constructeurs est très importante, ça fait travailler beaucoup de personnes. Donc si on n'a pas une surtaxe pour protéger cette industrie-là, c'est une industrie qui va être en grande difficulté parce qu'on le voit, les véhicules chinois sont beaux, de très bonne qualité, avec une avance technologique qui est réelle et avec des prix qui défient toute concurrence. Je pense que je ne suis pas le seul à dire que dès que Xiaomi amène son SU7 en France, je vais en prendre un. Donc il faut arriver à trouver des moyens pour freiner cette expansion, et c'est du protectionnisme. Mais c'est du protectionnisme qu'on n'ose pas appeler comme tel. Si j'étais responsable de ce sujet-là, j'irais comprendre déjà qu'est-ce qui fait que les véhicules chinois sont aussi performants.
typiquement sur les batteries ou les bas de caisse. Le gouvernement lance un programme, les constructeurs participent à ce programme et celui qui remporte finalement, qui apporte la plus belle innovation, devient la norme pour l'ensemble des constructeurs. Donc il y a une économie d'échelle qui est absolument magnifique et qui bénéficie à l'ensemble des constructeurs. Là où nous, entre Peugeot et Renault, il y a des programmes d'échange, de réflexion technologique, de R&D commun, mais rien qui va finalement être à un niveau ou un volume aussi important. Et c'était dommage, parce qu'on aurait tant à faire sur des sujets comme le recyclage des batteries, ou en Chine, typiquement, vous avez un format de batterie, et quand on fait du battery swapping, quand on rentre et qu'on a le bas de caisse qui sort parce qu'il a la même norme qu'on soit NIO, BYD, XPeng ou autre, et qu'on a un nouveau bas de caisse qui prend, ça permet quoi? Ça permet au constructeur de récupérer le bloc batterie dans lequel il y a des batteries défaillantes, de changer les cellules de la batterie pour après les réinjecter dans le réseau, et ne pas de recycler l'intégralité de la batterie comme c'est le cas chez les constructeurs américains par exemple. C'est pragmatique, c'est efficace, c'est écologiquement responsable, et ça permet de faire des économies d'échelle tout en satisfaisant l'utilisateur final. On a des choses à apprendre et à copier sur le modèle aujourd'hui mis en place sur cet exemple-là. À copier. Sur la Chine. Tout à fait. C'est rigolo, hein? Mais j'ai toujours dit, moi, les Chinois copient pour apprendre, mais attention, parce que sur certains sujets, une fois que les industriels auront appris, ils vont innover. Eh bien, quand j'ai emmené, moi, des délégations, je tairai le nom des entreprises, mais sur place en Chine, il y en a beaucoup qui étaient déjà en train de faire du rétro-engineering, qui étaient déjà sur place en train de comprendre. Et ce qui est fabuleux, c'est que les entreprises chinoises qu'on va visiter quand j'organise des Learning Expeditions ouvrent leurs portes, répondent à leurs questions de manière très transparente, montrent même leur plan à 5 ans, à 10 ans, en toute transparence. Parlons d'un autre sujet d'actualité, tout aussi sensible. Qu'est-ce que vous pensez des surtaxes sur les eaux-de-vie européennes, dont certains cognacs français? Je pense que c'est une réaction. Je te taxe, tu me taxes. C'est la même chose avec les États-Unis. C'est une réaction normale. Maintenant, ça a un impact effectivement sur les groupes qui exportent, qui sont à la fois soit des grands groupes, soit des petits producteurs. Donc, c'est un élément de négociation, c'est avoir du leverage. Quand la situation se sera tassée et qu'il y aura des faveurs qui seront faites, ou peut-être que lors de sa prochaine visite, le président Macron abordera le sujet et négociera aussi. Mais ça sera forcément du donnant-donnant. Maintenant, est-ce que les Chinois consomment beaucoup de cognac? Je pars du principe que moi, les personnes de nationalité chinoise qui consomment du cognac, c'est des personnes qui viennent souvent en France. Et ils ont aussi leur réseau pour pouvoir avoir leur approvisionnement. De mon point de vue, c'est un dossier d'autant plus sensible que le cognac, ça représente un quart des exportations françaises vers la Chine. Donc c'est un poids énorme. Oui, ça n'a pas été choisi par ailleurs. Et je connais bien le sujet parce que j'ai été le président de Maotai pendant presque 3 ans en France. Maotai France. Oui. Et c'était le sujet de voir comment est-ce qu'on arrive justement là où les Chinois aiment beaucoup le cognac. Comment fait-on pour introduire une eau de vie chinoise du gouvernement, qui est l'alcool le plus copié de la planète, qui est la marque la plus ancienne de la planète, sur le marché français où personne ne connaît, où très très peu de monde connaît. Donc il y avait tout ce sujet-là, et si demain il devait y avoir une surtaxe appliquée par le gouvernement français sur des produits chinois, à date ça ne serait pas sur de l'eau de vie parce que justement on n'a pas les volumes que vous avez évoqués. On va parler d'un autre sujet sensible. Alors, les Chinois ont eu recours à la technologie française pour la construction de la centrale de Taiyapé, que j'ai eu l'occasion de visiter. Alors, cette coopération sino-française constitue un exemple emblématique de partenariat gagnant-gagnant. En revanche, concernant le projet du TGV, par exemple, vous écrivez que les entreprises françaises ont préféré ne pas s'engager dans une logique de transfert de technologie. Alors, quelle en est la raison? On le voit très bien aujourd'hui. Il me semble qu'en Chine, actuellement, il y a 40 ERP, donc centrales nucléaires en cours de construction, et un projet de 150. Ça signifie quoi? Ça signifie que le transfert de technologie a eu lieu et qu'aujourd'hui, les entreprises chinoises sont complètement autonomes et indépendantes.
Donc le choix qui a été fait à l'époque, et je me souviens, j'ai visité Daya Bay, j'ai visité Taishan aussi, pour un ingénieur français, vous aviez 3 ingénieurs chinois. Donc c'était aussi dans une démarche qui était consensuelle. Consensuelle, exactement. Tout à fait. Et ça se passe très très bien. Hein. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe si demain les Chinois viennent proposer aussi, parce qu'on a des problématiques par rapport aux usines et aux centrales qu'on a en France sur notamment la chaudronnerie ou la soudure, où on doit aller chercher les personnes qui sont à la retraite parce que la transmission de la connaissance n'a pas été faite, eh bien on a aussi la possibilité, voire je vais parler de risque, en tout cas de faire appel à des ingénieurs chinois pour venir formés par les Français par exemple. Exactement. Et pourquoi pas? Je vous pose la question. Hein. Ça a déjà lieu dans tout ce qui est, si on va à Dunkerque... Si on veut être transparent en matière de transfert de technologie, autant aller jusqu'au bout, non? Oui, mais vous voyez, à Dunkerque, vous avez une centrale de fabrication de batteries. Excusez-moi, juste une seconde. La coopération, ça va dans les deux sens. Parce que quand j'ai eu l'occasion de visiter la centrale Daya Bay, des ingénieurs chinois m'ont confié que sur certains segments, ils ont déjà dépassé les Français, qui les avaient pourtant formés. Mais ils m'ont confié qu'ils aimeraient bien pouvoir collaborer avec la France dans le sens contraire. Et c'est sans aucune arrière-pensée. Mais pourquoi pas? Là, on rentre dans des sujets qui sont des sujets extrêmement sensibles, parce que quand on parle de nucléaire, il y a différents types de nucléaire. Il y a le nucléaire médical, il y a le nucléaire militaire. Militaire, ouais. Donc dès que vous avez un projet militaire, vous avez tous les services de renseignement de la planète qui sont sur le coup. C'est pas... Paradoxalement, c'est un sujet qui est beaucoup plus sensible que le train. Donc la société, justement, la société qui, elle, allait accompagner les Chinois sur ce stratège-là, se faisait un allié sur la durée. Je suis d'accord avec vous pour dire que le sujet de la centrale est beaucoup plus sensible parce que ça concerne la défense nationale que le TGV. Et pourtant, comme je le disais tout à l'heure, en matière de transfert de technologie, les Français ont eu une attitude beaucoup plus ouverte et transparente, contrairement à ce qui se passe dans le cadre du dossier TGV. Comment vous expliquez ces différences d'attitude alors? Le TGV, il n'y a pas que la France qui est en mesure de maîtriser cette technologie-là. Il y a les Japonais, il y a les Allemands et autres. Donc, je pense que j'étais pas dans les petits papiers et les réunions ministérielles à ce moment-là. Mais vous avez 2 aspects. Vous avez un aspect déjà de l'opinion publique, parce que la SNCF, c'est toujours sensible. Donc, aller faire du transfert de technologie envers la Chine, ça aurait pu avoir un impact sur l'opinion publique très fort. Et le deuxième, c'est qu'est-ce que la France aurait gagné à faire ce transfert de technologie-là, sachant éperdument que de toute façon la Chine aurait réussi à le faire par elle-même à un moment ou à un autre. Donc il y a eu, là où le nucléaire est vraiment stratégique, le TGV avec l'envie du gouvernement chinois d'y aller, de le faire, il n'y a rien qui finalement dans le temps aurait pu empêcher la Chine d'y arriver. Et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé. La Chine aujourd'hui que ce soit sur les trains à très grande vitesse, enfin sur le TGV ou que ce soit sur le maglev ou autre, dépasse les vitesses. Bon, il y a le Japon qui vient de dépasser un record mondial, mais... La Chine aussi, La Chine aussi, donc on n'est plus sur ce... Voilà, exactement. On n'est plus, en France en tout cas, sur ce concours et sur ce rapport de force. Vous qui connaissez aussi bien la culture française que la culture chinoise, est-ce que cette montée en puissance fulgurante de la Chine vous effraie? Non, absolument pas. Pourquoi? Au contraire, je trouve ça très bien, parce que la Chine a intérêt à ce que la France ou l'Europe au sens large soit une Europe qui consomme. Donc la Chine a tout intérêt à garder les pays de l'Union européenne comme étant des alliés, comme étant des pays qui vont consommer les produits qu'ils vont produire, même si ces produits demain sont fabriqués par des pays du sud-est asiatique. Ils utiliseront toujours les Ida Ilu, le One Road, One Belt construit par la Chine, que ce soit au niveau terrestre, aérien, ferroviaire ou même digital, même si c'est un autre sujet et plus complexe. Donc non, pour moi, il n'y a pas de... La Chine a pour ambition de redevenir la première puissance mondiale, c'est officiel, d'améliorer la qualité de vie de l'intégralité de l'ensemble des Chinois et après d'être aussi en autosuffisance. Donc chacun gère ses problématiques dans son pays. La Chine gère les siennes. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle ne fait pas de politique quand elle va visiter d'autres pays. Et à partir de ce moment-là,
La France pourrait regarder la Chine en étant envieux, jaloux, en disant bah, nous on savait faire et on ne fait pas, mais la problématique elle est plus de se regarder soi-même et se dire bah, pourquoi est-ce que les Chinois construisent des autoroutes très rapidement, là où nous faire un petit tronçon de route ça prend 3 mois. Voilà. C'est juste se poser la question en inverse, de dire quand vous allez à Shenzhen aujourd'hui, on est dans le futur. C'est une ville qui est magnifique, qui est belle, qui est écologiquement responsable. Les gens, il y a sécurité, on est à 100% de sécurité. Et se dire, mais finalement, Shenzhen, c'est autant d'habitants que Paris. Pourquoi on n'y arrive pas? Et comment est-ce que les Chinois pourraient nous aider à améliorer la sécurité, le transport, la qualité de vie et la charge mentale des Parisiens, typiquement? En tout cas, ce que je ressens, c'est que vous avez une attitude à l'égard de la Chine ouverte, transparente et surtout collaborative, non? Je me pose des questions parce que je pars du principe que je ne sais pas tout. Et à partir de ce moment-là, quand on va en Chine, le mieux c'est de mettre son ego de côté, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles, de poser des questions parce que la force aussi, ce qui est absolument formidable, c'est quand on pose une question sur place à des entrepreneurs, à des industriels chinois, ils répondent en toute transparence. Et ils cherchent à non pas faire de la compétition, ils cherchent à faire de la coopétition. Et dans tous les échanges, moi ce que je disais à tous les entrepreneurs et surtout les patrons du CAC 40 que j'ai accompagnés en Chine, c'est vous allez être face à des personnes qui vont vous proposer des choses. Ils vous tendent la main. Acceptez la main tendue et après vous discutez. Par contre, si vous êtes amenés à travailler ensemble, assurez-vous d'avoir toujours une valeur ajoutée à contribuer. Ça, c'est la première chose, parce que sinon, si vous arrêtez d'apporter de la valeur ajoutée, eh bien, la relation n'a plus raison d'être. Et la deuxième, c'est que si vous créez de la relation intitupersonnée vous-même avec votre interlocuteur, demain, n'envoyez pas votre numéro 2 ou votre numéro 3. Parce que la relation, elle a été créée avec vous, pas avec votre numéro 2 ou votre numéro 3. Donc, ne manquez pas de respect à votre interlocuteur qui, lui, a pris du temps pour vous. Prenez du temps et montrez-lui du respect qu'il mérite en prenant votre temps pour lui. C'est peut-être l'une des idées maîtresses que vous tâchez de transmettre dans vos 3 livres, non? Oui, tout à fait. Dernière question. Le président Macron prévoit une visite d'État en Chine dans les prochains mois. Qu'attendez-vous concrètement de cette visite sur le plan diplomatique et économique? Sur le plan diplomatique, je pense qu'il serait bien, c'est de retravailler sur le soft power, sur la compréhension qu'on a en France de la Chine et qu'on voit aujourd'hui la Chine telle qu'elle est réellement, un pays qui est en avance, technologiquement, paradoxalement, humainement, en termes de tout, sécurité, optimisation des transports, smart grid, smart city et autres. Ça serait pour le point diplomatique, qu'il y ait des échanges à ce niveau-là, des échanges de bonnes pratiques. Et sur le plan économique, ça serait de pouvoir signer des nouveaux contrats parce qu'on a encore un certain nombre de sujets sur lesquels on peut apporter de la valeur et que ce soit un ratio qui soit assez équilibré. Sur le dossier du cognac, qu'attendez-vous par exemple? Il y a un sujet réel qui est la consommation en Chine du cognac qui était dans le cadre des affaires, je l'ai vu avec Maotai, où historiquement on consommait beaucoup d'alcool pour se désinhiber et pour créer une relation vraiment plus forte. Ça, avec les mesures de Xi Jinping, c'est quelque chose qui a beaucoup changé au niveau des dîners, où l'alcool est moins présente. Donc, certes, pouvoir faire baisser les taxes pour redonner la consommation, c'est une chose. Est-ce que demain, la population chinoise va continuer de consommer autant d'alcool fort? J'ai des doutes. J'ai vraiment des doutes. Aujourd'hui, on le voit, les jeunes consomment beaucoup moins d'alcool que leurs parents et grands-parents et ils cherchent à vivre des expériences, ils prennent beaucoup plus soin de leur santé. Donc pour le cognac, je serais un petit peu plus pessimiste parce que même s'il y a des accords qui sont faits pour faire baisser la surtaxe, les volumes risquent de baisser eux aussi. Donc je chercherais plutôt d'autres leviers de négociation. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. À bientôt. Merci Camille.